Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Hélène Rossineau. Elle a 32 ans et vit entre Paris et Nancy. Cette médecin, spécialiste en santé publique et coordinatrice en EHPAD, a décidé de s'engager pour visibiliser les aidants. Mettre sur le devant de la scène celles et ceux qui aident un proche, handicapé, malade ou un parent vieillissant. Dans cet épisode, nous parlons de son expérience, des témoignages de familles qui se confient à elle, la docteure qui milite pour que la société s'empare du sujet. Nous parlons aussi et d'abord des émotions qui traversent les enfants qui ont fait le choix d'être présents pour leurs parents et faire avec eux ce qu'elle appelle une randonnée tout au long de leur vieillissement. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Dr Hélène Rossineau. Bonjour. J'ai voulu vous appeler pour parler avec vous d'un sujet que vous portez, une question qui devrait être perçue comme un sujet de société, car cela concerne entre 8 et 11 millions de Français, 11 millions de personnes qui sont des proches aidants. Vous avez fait paraître aux éditions de l'Observatoire votre dernier livre, Être présent pour ses parents. On va le voir ensemble, il est beaucoup question d'amour, d'émotion, de solitude parfois aussi, mais vous abordez le sujet avec l'idée de proposer des solutions concrètes et c'est très déculpabilisant pour vos lecteurs. Mais d'abord, pour vous présenter, vous êtes médecin spécialisé en santé publique. Pourquoi avoir décidé de porter le sujet des aidants sur le devant de la scène ? Alors, pour être honnête avec vous, au début, c'était par pur hasard, parce que comme tout médecin formé ces derniers temps, le mot aidant n'apparaissait même pas dans mes études. Et quand j'ai fait mon internat, à un moment, je suis allée en hospitalisation à domicile avec pour but de travailler mon mémoire de master sur les soins palliatifs. Et puis, mon chef m'a demandé de suivre pendant quelques semaines les infirmières qui allaient à domicile. Et j'ai beaucoup échangé avec les proches des patients pendant que les infirmières faisaient les soins. Et je me suis vite rendu compte que les soins étaient peut-être très différents, les maladies des patients étaient peut-être très différentes, mais ce que me racontaient les proches était assez semblable. Et donc, après ces quelques semaines, j'en ai parlé avec mon chef de l'époque. Et je lui ai dit, écoute, tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes sont positionnées sur les soins palliatifs. Moi, ces proches que j'ai rencontrés, ça m'intéresse. Peut-être que je pourrais orienter mes recherches là-dessus. Il a dit banco, on est parti dessus. Et au fur et à mesure du travail sur le sujet, je me suis rendu compte à quel point ça concernait quasiment tout le monde et à quel point personne ne connaissait le terme, enfin à quel point en fait il y avait un décalage entre cette universalité du sujet et la méconnaissance que la population générale avait. Et d'ailleurs, pas que population générale, les soignants aussi. Une fois que j'ai fini ma thèse, soyons honnêtes, personne ne lit les thèses. Déjà que le jury les lit en général à moitié, mais le thèse, c'est pas fait pour le grand public. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais si tu veux essayer de faire avancer les choses sur ce sujet, il faut peut-être trouver un autre moyen qu'une thèse. C'est comme ça que l'idée d'un bouquin est née, le premier. Alors, vous nommez les situations, à commencer par le mot même d'aidant, qui est un mot qui commence à cheminer, qui a une présence grâce à vous aussi, y compris médiatiquement. Mais finalement, comment définir le rôle d'aidant ? À partir de quand celles et ceux qui nous écoutent peuvent se dire « là, je suis devenu un proche aidant ». C'est la question la plus compliquée, parce que la définition des aidants est extrêmement large, puisqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aide un proche de manière régulière et un proche qui est en situation de perte d'autonomie, que ce soit dû à une maladie, à un handicap ou au vieillissement. Donc là, c'est extrêmement large. J'aurais tendance à penser que toute personne qui se pose la question et qui s'interroge là-dessus est déjà aidante, en vrai. Et c'est vrai que j'en parle dans mon chapitre « Peut-on aider sans être aidant ?» Le terme aidant, il est pas super parce qu'il est quand même très vague. Est-ce que c'est parce que je vais faire les courses chez ma voisine une fois de temps en temps que je suis son aidante ? Pas forcément, mais bon, soignant, c'était déjà pris. C'est vrai que pour moi, ce qui compte, c'est surtout la volonté d'aider. Est-ce que j'ai envie d'aider ? Est-ce que je m'inquiète pour ces personnes ? Est-ce que j'essaye de faire des choses pour elles ? Il n'y a pas une gradation. Bien sûr, on peut faire plus ou moins de choses, mais pour moi, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on est en train de faire quelque chose qui sort de
casquette habituelle, entre guillemets, d'enfants, d'amis, de voisins. Alors, je voudrais revenir sur le point de départ de votre livre. Vous souhaitez là aussi nommer clairement les choses et vous dites qu'être présent pour ses parents, les accompagner dans leur vieillissement, doit pouvoir relever d'un choix. Vous écrivez que la morale n'est pas l'amour, qu'on a tous le droit de choisir quel rôle on souhaite jouer dans la vie de nos parents. Alors c'est vrai que c'est quelque part une évidence, mais euh, on se pose pas forcément la question du rôle d'aidant qu'on va vouloir endosser. C'est une question de choix réellement. Alors pour moi, oui, c'est vrai que en particulier sur la question des parents, j'entends énormément. C'est normal. Je suis son fils, je suis sa fille. Soyons honnêtes, c'est surtout je suis sa fille qui revient. Mais cette question de normalité, c'est pour moi la normalité, c'est ce qu'on en fait, c'est la façon dont on a été éduqué, c'est la façon dont on a grandi, les personnes qu'on a rencontrées, c'est nos valeurs à nous, nos valeurs intrinsèques. Mais ce qui est normal pour moi n'est pas forcément normal pour vous. Donc chacun a sa dynamique. Et c'est vrai que ça doit pouvoir rester un choix dans le sens où on n'est pas obligé de tout sacrifier non plus. C'est-à-dire qu'à force de se dire je dois faire ceci, je dois faire cela, on a souvent aussi un conjoint ou une conjointe, des enfants, un travail. Il faut réussir à trouver l'équilibre. Si on fait le choix d'être présent à 100%, très bien, c'est un choix. Mais la société ne devrait pas imposer aux gens la manière dont ils veulent accompagner leurs parents, parce que ce sont des choix très personnels. Tout le monde n'a pas de bonne relation avec ses parents. On a le droit aussi de ne pas avoir de bonne relation avec ses parents. Et moi, j'ai vu des personnes qui, par exemple, n'adressaient plus la parole à leurs parents. Ça voulait pas dire que, par exemple, ils ne culpabilisaient pas ou ils n'étaient pas tristes de leur fin de vie, de leur décès. Loin de là, ça veut juste dire que leur historique familial a fait que il y a une décision qui a été prise de ne pas les accompagner. Donc, je trouve que en tant que société, on juge beaucoup trop aujourd'hui ce que font les autres, ce que font les autres familles, ce que font les autres couples. Sincèrement, vraiment, c'est des sujets très personnels. Et pour moi, ça doit pouvoir rester un choix. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y aurait un peu un dictat du parent parfait qu'on étudie ce que la société nous indique, il y a aussi peut-être ce dictat de l'enfant parfait vis-à-vis de son parent qui vieillit. C'est un peu ça qu'il faut chercher à dépasser. Exactement, et j'utilise souvent un autre exemple, alors qui n'est pas vis-à-vis justement du parent, pour décorréler un petit peu. Quand on voit le nombre de divorces qui suivent, par exemple, un cancer du sein, le nombre d'hommes qui quittent leur femme quand elles ont une maladie grave, ça a été étudié en long, en large et en travers. Là aussi, normalement, il y avait un engagement et ces hommes font le choix de ne pas être présents pendant la maladie. Donc, on fait un choix, même si ça nous paraît normal. Quand on reste, on fait le choix de rester. Donc c'est vrai que c'est un parallèle que j'utilise et qui en général est plus facilement compréhensible. Le fait d'accepter que c'est un choix, ça veut aussi dire que on a la liberté à certains moments de faire le choix de se reposer, de faire le choix de demander de l'aide à côté. C'est pour ça que pour moi, cette notion de choix, elle est importante. Ce n'est absolument pas insultant, ça ne remet pas en question tout ce qu'on fait pour la personne, loin de là. Ça nous repositionne juste en tant que décideur. Je décide d'être auprès de mes parents. Donc derrière, voilà, c'est moi qui choisis les barrières, qui peut poser des limites aussi sur certaines décisions. Je trouve ça important. Avec le choix d'accompagner ses parents, vous mettez aussi l'accent sur une question essentielle lorsqu'il s'agit du vieillissement. On a souvent tendance à être dans le déni au sujet du vieillissement à venir de ses parents, et cela peut nous empêcher d'anticiper. Vous allez même jusqu'à dire et écrire, et je trouve ça très utile et un peu nouveau quelque part, écrire qu'il faut avoir un plan. En quoi ça consiste? C'est surtout que la majorité des gens que je rencontre aujourd'hui sont plutôt dans l'état d'esprit de tout va bien, ils sont encore jeunes. Alors après, tout le monde a sa définition de jeune, hein, mais tout va encore bien globalement, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter, on gérera quand il y aura un problème. Bon, je peux entendre cette façon de penser. Le seul souci, c'est que moi je le vois, je suis médecin coordonnateur en EHPAD. La grande majorité des patients que nous on a en EHPAD sont des patients qui rentrent quand il y a eu une urgence, quand il y a eu une chute, par exemple, et que rien n'a été anticipé, que l'appartement, par exemple, n'est pas adapté, en tout cas qu'il n'y a pas de possibilité de retour à domicile. Je ne juge absolument pas, je dis juste que si on n'en parle pas quand tout va bien,
qu'on décide pas ensemble de la façon dont on imagine les 20, 30 prochaines années, et que du coup, on ne met pas en place tous ensemble tout ce qui peut permettre justement que ces 20, 30 prochaines années se déroulent de cette manière-là, il y a une vraie perte de chance pour tout le monde. Parce que ça veut dire que on se laisse, nous, en tant qu'aidants, euh, le, on se laisse à seulement gérer l'urgence, donc seulement les possibilités qui seront disponibles à ce moment-là. On aura en général raté la moitié des discussions importantes parce que en plein milieu de l'urgence, c'est pas le moment de se demander, tiens, mais au fait, où est-ce que tu veux vivre plus tard? On gère l'urgence et c'est tout. Donc parfois, on fait le contraire de ce que nos parents voudraient parce qu'on n'a plus le choix justement. Donc ne pas anticiper, en fait, c'est s'enlever les choix plus tard. Et c'est pareil pour les personnes âgées. J'en ai plein qui disent, non mais je vais encore bien, c'est pas encore le moment d'en parler à mes enfants. Mais c'est quand tout va bien que c'est important d'en parler. C'est pas quand on est en plein dans les problèmes. Quand on est en plein dans les problèmes, c'est déjà très tard pour gérer. Alors ça pose la question du dialogue parce que clairement, on le sait, c'est parfois, voire souvent, difficile de dialoguer en famille, surtout de ces sujets. Il y a un côté tabou autour du vieillissement et puis j'imagine que chaque enfant a un peu du mal à se projeter, on commençait à le dire. Mais finalement, la clé, c'est de pouvoir parler, c'est le dialogue, mais de quoi parler exactement? Vous parlez de la perspective de la maison de retraite ou de l'EHPAD, mais qu'est-ce qui entoure finalement les grands sujets de ce dialogue que vous appelez de vos voeux? Alors déjà, c'est parler avec tout le monde dans la famille pour savoir comment chacun voit l'avenir. Souvent, il y a des frères, des sœurs, parfois des cousins, des cousines, enfin bref, il y a beaucoup de personnes autour, des oncles, des tantes, qui pourront participer dans les années à venir, chacun à sa manière, mais en tout cas, qui auront une opinion sur les choses. Et c'est important de connaître les opinions de tout le monde et les visions de tout le monde pour que on n'oublie personne et pour que il n'y ait pas après des conflits qui se déclenchent parce que certains se sont sentis lésés ou pas écoutés. Ça, c'est la première partie, mais c'est important. Deuxième partie qui est importante, c'est bien sûr d'inclure les personnes qui vieillissent dans la conversation. Parce que même si on discute entre frères et sœurs avant, euh, sauf si les parents perdent, entre guillemets, leur lucidité, par exemple, qu'il y ait une démence qui arrive, sinon, ça reste des adultes capables de prendre des décisions. Donc, on peut les accompagner, mais on ne peut pas remplacer leurs décisions. C'est pour ça que j'aime pas la phrase je deviens le parent de mon parent. Même s'il a 95 ans et qu'il peut plus faire grand chose tout seul, s'il a toute sa tête, eh ben, c'est toujours l'adulte et c'est toujours lui qui décide aussi. Donc ça déjà c'est important à retenir. Et puis après il y a effectivement pas du tout que la question d'une maison de retraite. Il y a la question de où est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre à la campagne? Est-ce que tu veux vivre en ville? Est-ce que tu veux rester chez toi? Si oui, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une maison? Est-ce qu'il y a des escaliers? Bref, comment est-ce qu'on imagine ce lieu de vie? Si tu n'as plus envie de rester chez toi, mettons, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines un rapprochement? Est-ce que tu imagines vivre avec une communauté d'autres personnes? Ou quel type de personnes? Est-ce que ça va nécessiter d'avoir une voiture? Est-ce que tu te vois continuer à conduire tard? Ça, c'est important. Parce qu'en particulier, quand on vit à la campagne, la question de la voiture, elle arrive beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer. Il faut aussi anticiper l'hypothèse d'une maladie. Ça, je sais que c'est pas drôle du tout, mais si jamais, par exemple, tu avais une maladie grave à un moment, est-ce que tu veux qu'on tente de te maintenir à domicile quand même? Est-ce que là, tu t'imagines cette fois-ci vivre en EHPAD? Bref, il y a tout un tas de questions à déblayer, mais c'est important de vraiment toutes les aborder pour que si jamais il y a un problème même du jour au lendemain, on puisse prendre des décisions qui sont vraiment éclairées. Alors je le dis clairement à nos auditrices et nos auditeurs, et c'est la raison de mon invitation auprès de vous. C'est clairement votre livre est un support aussi à ce dialogue. Il y a des témoignages que vous relatez, que vous restituez, c'est très humain. Et puis aussi, je le disais, des questions très concrètes. Vous l'abordez autour du logement. Il y a aussi une question qui apparaît dans la vie quotidienne, celle du permis de conduire, en tout cas de l'utilisation de la voiture. Et à vous lire, on a l'impression que c'est un sujet quasiment impossible à aborder, ou en tout cas on ne sait pas comment s'y prendre. Euh, Pourquoi? Alors, c'est le sujet tabou ultime et honnêtement, avant d'écrire le livre, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux et dans mon entourage très large en disant qu'est-ce que vous imagineriez comme thème? Quelles sont pour vous les questions prioritaires sur lesquelles je devrais me pencher? Moi, je m'attendais à ce que l'EHPAD arrive en numéro un. Euh, eh ben non, 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 c'est la question de la conduite automobile qui est arrivée de très, 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 très loin devant.
Et aujourd'hui, que maintenant que le livre est sorti, c'est celle qui revient dans les salons du livre quand je discute avec des gens. Le permis de conduire, il arrive en numéro un aussi des sujets qu'on réaborde. Parce que derrière la symbolique de la voiture, il y a toute la symbolique de l'autonomie, en fait, de la personne. C'est-à-dire que le jour où on arrête de conduire, eh ben, on devient quand même beaucoup plus dépendant des gens. Alors moins si on est en plein centre-ville, c'est sûr, et qu'on a des petits commerces un peu partout autour, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Donc très clairement, il y a un nombre de personnes âgées qui ne veulent pas arrêter de conduire, qui veulent tenir le plus longtemps possible, et qui augmente. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment parler à leurs parents de ça, parce qu'ils s'inquiètent pour eux. Et en même temps, ils ont bien conscience que justement, c'est restreindre leur autonomie. Bref, tout le monde attend jusqu'au dernier moment, encore une fois. Et là, je reçois des messages en urgence en me disant, je pense que c'est dangereux maintenant pour papa ou maman de conduire. Docteur, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que j'ai essayé de mettre au point un peu une méthode pour qu'on s'entende bien en avant et pour être complètement transparente avec vous. Euh, j'ai fait relire tous mes chapitres à ma maman, à moi, en me disant que c'était aussi important, même si je suis médecin, d'avoir le point de vue d'un parent. Et c'est le chapitre sur lequel on a eu un débat assez important parce que dans le chapitre, je pars du principe que c'est important de commencer à en parler quand tout va bien, vraiment longtemps à l'avance. Et j'ai cité la tranche d'âge 60-70 ans. Et maman est dedans. Et donc, elle a bondi quand elle a vu ça en disant, mais c'est beaucoup trop tôt pour qu'on en parle. Et je lui ai dit, mais non, Aurélie, le but, c'est qu'on en parle maintenant. J'insiste, quand tout va bien, quand il y a au moins 20 ans encore devant soi, et qu'on se mette d'accord sur, voilà, quels critères feraient, non pas que je devrais te prendre tes clés et ton permis de conduire, loin de là, mais qu'on devrait juste en rediscuter, reconsidérer les choses et voir comment on pourrait peut-être faire quelques ajustements. Bon, du coup, j'ai réécrit une partie du chapitre pour que ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est le sujet sur lequel les réactions sont les plus vives. C'est frappant, en effet, mais vous le dites, la question de l'autonomie est derrière tout ça et la perspective du vieillissement. Alors, tout le monde n'a pas un plan, et c'est la raison de votre engagement et de votre livre, que quelque part de démocratiser cette perspective. On est frappé à la lecture de votre livre et des témoignages que vous rapportez par un point commun quand même. Souvent, on attend d'être au bout d'être face à un événement pour réagir, et notamment lorsqu'on est aidant. Alors d'abord parce qu'il faut réagir, mais cette soudaineté pourrait s'apparenter à un moment de bascule. C'est souvent le cas. Ça commence par la perte de l'autonomie, justement, l'entrée dans les danses. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. En fait, on rentre dans les danses de plein de manières différentes. C'est clair que quand il y a un diagnostic, quand il y a quelque chose d'aigu avec une date, le jour où on a diagnostiqué par exemple un cancer, ou le jour où il y a eu un accident, le jour où il y a eu un AVC, là l'entrée est quand même plus directe. Mais en particulier dans le vieillissement, pour beaucoup de gens, on y rentre de manière assez insidieuse. On augmente juste un petit peu régulièrement ce qu'on fait pour le proche au quotidien. Et il n'y a pas forcément un moment où ça bascule, parce qu'il n'y a pas toujours une maladie. Et c'est toute la difficulté sur le vieillissement pour les aidants de dire, bah, là, je suis aidant de maman. Parce que si la maman va bien et qu'elle vieillit juste, entre guillemets, bah, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se dire, non, non, mais je suis juste l'enfant, je suis pas l'aidant. Même si en vrai, être aidant, ça n'enlève absolument pas la casquette d'enfant, c'est juste un rôle supplémentaire. Aider les aidants, c'est une phrase qu'on entend souvent, alors, qu'on peut lire beaucoup dans la presse. Le jeu de mots peut être facile. Alors on va voir ensemble, on va tâcher de voir ensemble comment aider les aidants qui font face à des problématiques très concrètes. En dehors des situations de la vie courante, c'est à la société de se mobiliser pour en tenir compte davantage. Vous diriez qu'on est encore loin du compte dans cette mobilisation de l'ensemble de la société sur ce sujet? Ah oui. Alors, j'ai décidé d'être positive ces derniers temps. Donc, on va dire qu'on a une marge de progrès encore importante. Euh, non, non, aujourd'hui, sincèrement, on a vraiment encore de quoi faire. Alors, ce qui est important, c'est d'en parler. Donc, merci de me donner la possibilité d'en parler. Parce que ceux qui ne l'ont pas vécu ont du mal à se rendre compte de ce que ça signifie d'aider un proche. Et c'est vrai qu'on le voit en particulier dans la question des aidants qui travaillent.
les aidants salariés, c'est extrêmement compliqué à gérer, les deux en même temps, un travail à temps plein et le fait d'aider un proche. Et il y a énormément d'aidants qui rapportent qu'ils n'osent même pas en parler à leur travail de peur d'être mis de côté, stigmatisés, de perdre une promotion, des opportunités, etc. Donc le tabou est encore assez important et ça c'est quelque chose sur lequel nous on peut tous agir au quotidien. Je le dis à chaque fois que je fais des conférences ou que je discute avec des gens. Maintenant que je vous ai dit ce qu'était un aidant, vous avez forcément pensé à quelqu'un dans votre entourage. Il ne connaît même pas, lui, peut-être, le mot aidant. Donc, allez lui en parler. Dites-lui que vous en avez, voilà, vous avez entendu ce mot, vous savez maintenant ce que ça signifie, et écoutez. Parce que rien que de reconnaître un aidant, de reconnaître son expérience et de lui dire je suis prêt à t'écouter si tu veux, c'est déjà faire beaucoup. Et on est très loin du compte. Et puis le système de santé aujourd'hui, il n'est pas fait pour les aidants, soyons clairs. Donc on a du progrès dans plein de domaines. Alors on va rester sur le monde du travail. Alors déjà, le mot existe, commence à être inscrit même dans la loi. Il existe un congé aidant. Mais au quotidien, il faut parfois pouvoir s'isoler, par exemple, pour répondre à un appel urgent d'un parent ou s'absenter subitement de son travail. Et dans j'allais dire, dans cet angle quotidien au travail, les entreprises n'en ont pas assez conscience. Clairement, c'est aussi ça qui doit bouger. Très clairement, il y a très 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 peu de bons élèves dans les entreprises sur ce sujet. Euh, alors, on a beaucoup de ce que j'appelle moi du care washing. Vous savez, comme le greenwashing ou le pink washing, on en parle une fois par an pour dire qu'on a fait quelque chose et derrière il y a rien qui suit. Euh, pour moi, ça passe par changer carrément la culture de l'entreprise et le regard qu'on porte sur ses salariés. Parce que si le salarié, quand il doit passer ce coup de fil, par exemple, de 5 minutes, il doit aller s'enfermer aux toilettes ou faire semblant de prendre une pause clope pour pouvoir prendre son appel, ça va pas, c'est extrêmement lourd à gérer. Il faut pouvoir décrocher, ça prend que quelques minutes par jour, parfois, mais ces quelques minutes, elles sont importantes. Et honnêtement, la charge mentale est déjà assez lourde comme ça quand on est aidant. On n'a pas besoin d'une charge supplémentaire pour se planquer parce qu'on est aidant et qu'on peut pas en parler autour de soi. Mais ça passe par une sensibilisation au sein de l'entreprise, ça passe par une formation des managers, ça passe par tout un tas de choses. Parce que moi, on me dit beaucoup aujourd'hui, oui, mais vous comprenez, docteur, nos salariés nous disent pas qu'ils sont aidants. Alors, on peut rien faire pour eux. Si vous pensez pas qu'un salarié va dire qu'il est aidant spontanément comme ça, alors que ça peut avoir des répercussions claires sur son emploi, et il le dira seulement si vous, en tant qu'entreprise, vous mettez en place une culture bienveillante qui fait qu'il se sentira libre d'en parler. Donc d'abord, vraiment, la parole et le progrès est aux entreprises. Et clairement, en effet, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à dire lors d'un entretien d'embauche. Et pourtant, peut-être le faudrait-il pour espérer avoir un emploi adapté à cette situation. Ça permettrait déjà de reconnaître dans quelles entreprises il risque d'y avoir un souci. Parce que c'est vrai que la question de l'entretien d'embauche revient beaucoup. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Moi, j'ai tendance à dire oui. Alors, peut-être pas au tout premier, peut-être le deuxième. Mais si vous êtes discriminé immédiatement sur ça, clairement, votre quotidien en tant que proche aidant salarié de cette entreprise, déjà, ce sera un poids supplémentaire pour vous. Donc, je pense que c'est important que les recruteurs s'en rendent compte aussi. De plus en plus, on arrive vers des générations qui n'ont plus peur de parler de ces sujets-là, qui cherchent des entreprises qui sont bienveillantes, qui vont les soutenir. On l'a vu en plus avec le Covid, la question de la santé, de la vulnérabilité devient un vrai sujet dans les entreprises. La QVT, la RSE sont des enjeux de plus en plus importants et les aidants sont rentrés dans les négociations et dans la RSE depuis l'année dernière. Donc, c'est un sujet dont les entreprises doivent s'emparer et c'est important, je trouve, de savoir se mettre en valeur aussi en tant qu'aidant. De dire, bah voilà, moi, je suis aidant en entretien. En gros, qu'est-ce que vous pouvez aussi me proposer? Alors, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, je vous ai interrompu autour du milieu et du monde médical. Alors, clairement, aidant, c'est pas une maladie. Du coup, néanmoins, c'est souvent des personnes qui sont au contact de personnes malades, leurs parents. Comment prend en compte le monde médical cette particularité, j'allais dire, ce couple parent-enfant, si on peut parler, ce binôme parent-enfant? Est-ce que c'est assez pris en compte par le médecin traitant, par exemple? Alors, il y a des cas particuliers. On va dire que dans le cas de maladies comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, les médecins et les équipes soignantes sont formés à prendre en compte la famille et les aidants.
Mais de manière plus générale, c'est beaucoup plus compliqué et l'aidant n'a pas forcément une place distincte. En plus, quand on est médecin, il y a le secret médical. Donc, le médecin, par exemple, ne peut pas parler seul à seul avec l'aidant sans que le patient ne soit présent. Donc, c'est pas très simple. Les médecins et les professionnels de santé sont très peu, voire pas formés non plus à la question de la prise en charge des familles. Donc, il y a énormément de progrès à faire et c'est encore pire à l'hôpital. Ça, la considération des familles à l'hôpital, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Le nombre de familles que j'ai vues qui n'étaient même pas, par exemple, mises au courant d'une hospitalisation à domicile, qui se trouvaient devant le fait accompli le jour même, alors que le patient va rentrer vivre chez eux, par exemple, montre bien à quel point la famille est même loin d'être forcément informée, voire même prise en compte dans les décisions. On décide que le patient rentre à domicile, il y a quelqu'un, c'est parfait. On va absolument pas demander à cette personne si elle peut assurer les choses correctement, si elle en est physiquement capable, mentalement capable, si elle a le temps. Non, non, c'est bon. Il y a quelqu'un, le patient peut rentrer. Oui, Voilà, débrouillez-vous. clairement, l'hospitalisation à domicile repose clairement sur le recours à l'aide des proches. Ah ben oui, c'est même une condition sine qua non. Il faut qu'il y ait au moins un aidant, puisque moi, ma problématique avec l'hospitalisation à domicile, même si je trouve que c'est un très bon système, c'est qu'on l'a appelé hospitalisation. Donc pour beaucoup de gens, ça représente un hôpital qui est là autour du patient. Or en vrai, ce sont des soins qui sont très poussés et qui sont faits à domicile, mais ce sont des passages 2, 3 fois par jour, et entre ces passages, le patient il est seul. Donc, s'il ne peut pas rester seul, eh ben, ça repose sur le proche. Donc, c'est quelque chose dont il est important de parler aussi parce qu'on démocratise l'hospitalisation à domicile et c'est très bien. Mais derrière, il y a très peu de soutien encore pour les familles. On les laisse se débrouiller entre les passages. Je le disais en introduction, on sent en lisant votre livre que les émotions sont au centre de ce que vous appelez une randonnée, ce chemin qu'entreprennent les enfants avec leurs parents à mesure que le vieillissement avance. Il y a des émotions magnifiques, bien sûr, mais il y a aussi plein de petites et grandes choses qui peuvent parfois peser lourd au bout du compte. Là aussi, vous invitez les aidants à ne jamais hésiter à parler de leurs difficultés, ne pas avoir honte, par exemple, mais à qui en parler? On peut en parler. Alors, on peut en parler à des membres, d'autres membres de la famille. On peut en parler à des amis. On peut en parler à des collègues. On peut aussi en parler à des professionnels. Et c'est important de pas hésiter à le faire. Je rencontre beaucoup d'aidants aujourd'hui qui ont du mal à solliciter, par exemple, des psychologues, voire des psychiatres. Mais honnêtement, les psychologues passent d'abord, puisqu'il n'y a pas forcément de problème de santé mentale directement lié qui nécessiterait un psychiatre. On peut en parler à des associations aussi, par exemple l'association Avec nos proches, qui a une hotline, et ce sont des anciens aidants qui décrochent au téléphone. Donc ça permet de parler anonymement à quelqu'un qui a traversé à peu près la même chose que vous. Donc on peut toujours trouver un interlocuteur, et c'est vrai que c'est très important. Mais j'ai tendance à dire, pour revenir juste sur les émotions, que c'est vrai qu'on va en ressentir plein, en particulier quand on accompagne ses parents. Beaucoup d'aidants ressentent de la culpabilité. En fait, je suis même pas sûre d'en avoir rencontré un qui en ressentait pas à un moment ou à un autre. Celle de jamais faire assez bien, d'en jamais faire assez, et cette culpabilité peut perdurer même après le décès du proche. Il faut pas culpabiliser de culpabiliser parce que tout le monde est en mode je dois prendre soin de moi, on me le répète dans tous les sens. Il faut pas que je culpabilise. C'est humain, toutes les émotions sont humaines. Il faut juste se rappeler que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose que c'est justifié. C'est pas parce que vous culpabilisez que vous avez une vraie raison de culpabiliser. C'est juste un mécanisme de défense comme un autre. Vous avez le droit d'être triste, de culpabiliser. Vous avez le droit d'être en colère. Aussi, tout ça, ça fait partie des étapes du deuil. Et il faut pas croire que le deuil commence seulement quand le parent décède. Il y a des étapes qui arrivent bien avant, ce qu'on appelle le deuil anticipatoire. Donc oui, vous allez ressentir tout un tas de choses. Ne vous jugez pas pour ça. N'hésitez surtout pas juste à le partager. Ne vous enfermez pas là-dedans. Parce que bah, ces émotions, cette fois-ci, elles sont normales. Voilà. Vous les ressentirez peut-être pas toutes, mais en tout cas, vous allez en ressentir. Donc, soyez prêts aussi à ça. C'est une longue aventure. Et parfois, sur ce chemin, cette longue aventure, certaines personnes peuvent se sentir submergées alors par leurs émotions, mais aussi par la charge et la quantité de Mm. choses à faire, un certain isolement. Vous le relatez, vous le restituez aussi très en détail dans votre livre. Euh, Comment savoir si on en fait trop, si on va au-delà de ses capacités?
Y a-t-il des voyants qui doivent s'allumer? Déjà, si vous vous posez la question, si vous vous posez la question de si vous en faites trop, la réponse est sûrement oui. Vous pouvez faire ce qu'on appelle l'échelle de Zarit. Vous la trouverez dans le livre à un moment. C'est une échelle qui permet d'évaluer sa charge mentale en tant qu'aidant. Elle est à prendre avec des pincettes parce qu'elle est loin d'être parfaite. Elle est très difficile à faire. Les questions sont assez crues. Moi, je conseille plutôt de l'utiliser pour réfléchir plutôt que de se fier 100% à son score. Après, c'est vrai que chacun a son seuil de tolérance, chacun a ses limites, chacun a un quotidien différent à gérer. C'est sûr que quand on a des enfants en bas âge, un conjoint, un travail à temps plein et un parent avec une démence, c'est pas tout à fait la même chose que si le parent va bien, qu'on est célibataire, sans enfant et qu'on travaille à mi-temps, j'en sais rien. Pas pour stigmatiser les célibataires, loin de là, parce qu'on peut aussi avoir énormément de choses à faire à côté. C'est pas parce qu'on est célibataire que tout doit retomber sur nous aussi. Je dis juste que chacun gère les choses comme il le peut. Simplement, je vois beaucoup d'aidants qui ont du mal à demander de l'aide à des professionnels, en particulier pour la prise en charge de leurs parents, parce qu'ils se disent qu'ils sont là, qu'ils feront forcément mieux, parce que eux ont un lien avec le parent. Et c'est souvent un piège. Très honnêtement, quand on est aidant, on n'est pas soignant. Et c'est vrai que de prendre sur nous des tâches qui peuvent être faites par des professionnels de santé, ça enlève la partie pour moi la plus importante de l'aidant, qui est d'être vraiment présent pour son proche. Être présent, c'est pas empiler les tâches les unes après les autres. C'est pas une to-do list à faire tous les jours. Il y a des professionnels qui peuvent être là pour ça et qui savent comment prendre soin de votre parent. Parce que ce qui compte, c'est aussi de pouvoir discuter, de pouvoir développer sa relation avec son parent. J'ai des aidants qui malheureusement me disent après la mort de leurs parents, je me rends compte que les dernières années de vie de mon parent, je me souviens que de la maladie, je me souviens que de ses traitements, de ce que j'ai fait sur ça, mais pas des conversations qu'on a eues. Donc c'est vrai que c'est une façon de gérer les choses et de gérer entre guillemets les maladies qui sont graves, mais ça peut faire passer à côté d'une partie de la relation qu'on a avec son proche. Donc ne pas hésiter aussi à demander de l'aide pour se reconcentrer sur le plus important, c'est-à-dire son proche et soi. Être présent pour ses parents, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, le temps passe très vite. On arrive déjà au moment de la question bonus. Vous le savez, je demande à chaque invité de nous parler d'une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Docteur Hélène Rossineau, quelle est votre proposition ? Alors, moi, c'est une proposition d'une fille qui est devenue une amie que j'aime beaucoup, qui est en lien avec le monde du travail, justement. C'est une femme qui aide les autres femmes à négocier, par exemple, pendant les entretiens d'embauche. Elle s'appelle Sarah Zitouni et sur son nom d'auteur, c'est Power ta carrière. Et je trouve que c'est important que les femmes apprennent à négocier au travail, apprennent à négocier dans les entretiens d'embauche. Et en tant qu'aidant, c'est important aussi d'avoir certaines clés pour savoir comment se mettre en valeur. Donc voilà, je trouve que son compte Instagram est intéressant et son bouquin est très intéressant aussi. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil si vous êtes concerné. Merci pour cette recommandation, Hélène Rossineau. Merci d'être passée dans mon émission. Je rappelle qu'on peut vous retrouver en librairie à travers 2 ouvrages, donc Être présent pour ses parents, votre dernier livre, et toujours aussi aux éditions de l'Observatoire, Aidant ses invisibles. Les deux livres sont complémentaires, même si le dernier dépasse le cadre des aidants eux-mêmes, et on l'aura bien compris, et aborde l'entrée vers l'accompagnement au vieillissement de ses propres parents. On vous suit, vous aussi, sur les réseaux sociaux, je crois, un peu partout. Oui, sur Twitter, Instagram, même TikTok, je me suis lancée il n'y a pas longtemps. Ça permet de toucher des aidants d'âges différents. Voilà. Hélène Rossineau, merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.